Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien face à face, cette émission qui retrace des questions politiques. Aujourd'hui, nous avons comme invité, et pour la première fois, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Madame Zahra Youssouf Qayad, que nous tenons tout d'abord de remercier pour avoir répondu à notre invitation. Et cet entretien que nous allons donc consacrer à la politique du gouvernement sur la lutte contre la pauvreté. Encore une fois, merci mesdames d'être avec nous. Comment le secrétariat d'État chargé à la solidarité nationale, qui est l'institution par excellence de la politique de lutte contre la pauvreté, répond au défi de la pauvreté dans notre pays? Quelles sont les politiques qui ont été mises en place par votre département? Merci Zainab, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission face à face. Alors, la lutte contre la pauvreté, si on doit faire un bref historique, n'a pas commencé avec le secrétariat d'État à la solidarité. C'est un programme, les programmes de lutte contre la pauvreté existaient depuis bien avant la création en 2008 du secrétariat d'État. Avant, ils étaient coordonnés au niveau du Premier ministre par un département, enfin une partie de son cabinet, qui s'occupait en particulier de l'INDS, qui a été lancé en 2007 par le président de la République. Si vous vous souvenez bien, avant 2007, nous avions ce qu'on appelle, et qui existe d'ailleurs dans tous les pays africains, les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, les DCRP, qui étaient un document cadre de la politique nationale de lutte contre la pauvreté. Et lorsqu'on a fait une évaluation de cette stratégie, il s'est avéré que son bilan était mitigé, qu'elle ne répondait pas du tout ou pas en totalité aux défis qui se présentaient à notre population et à la société djiboutienne. C'est pour cela qu'en 2007, le président a envisagé et proposé aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes l'initiative nationale pour le développement social, qui prône une approche intégrée, qui met au cœur du développement l'homme, donc on recentre un peu les actions autour du développement humain. C'est aussi une stratégie nationale qui n'est pas du tout importée, qui n'a pas été imposée par l'extérieur, et donc c'est une stratégie qui prône un développement endogène. Et depuis 2007, en 2008, le chef de l'État a voulu créer le secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la solidarité nationale, qui a été vraiment l'institution qui pouvait coordonner un peu toutes ces actions de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous passons, je dirais, à une nouvelle étape, puisque le secrétariat d'État a un fonctionnement dans le cadre de l'action gouvernementale, a beaucoup plus de responsabilités en matière de coordination de la lutte contre la pauvreté, mais aussi en matière d'élaboration et de stratégie sectorielle pour répondre à des défis urgents comme la résilience des populations, la lutte contre l'insécurité alimentaire et le développement humain de façon générale. Donc, le gouvernement djiboutien, aujourd'hui, est totalement engagé dans cette démarche de lutte et de réduction de la pauvreté parce que nous ne pensons pas, nous ne croyons pas à une croissance économique qui n'irait pas avec un progrès social. Et je pense qu'au plus haut niveau de l'État, c'est le message fort que le président de la République a voulu lancer. Aujourd'hui, autant nous travaillons sur des grands projets économiques comme les ports, les grands ports comme celui de Tadjoura, celui de Goubet, les deux derniers ports dont le président a posé la pierre, mais autant nous mettons l'accent sur les aspects sociaux, c'est-à-dire faire du rattrapage social. Donc cela va sans dire que le gouvernement n'envisage pas d'être uniquement sur le terrain de la croissance économique. Nous voulons une croissance inclusive, une croissance qui profite des Djiboutiens, et c'est tout le sens de la politique de réduction de la pauvreté que le gouvernement de djiboutien prône à travers l'action du secrétariat d'État. Justement, pour suivre donc ce que vous venez de dire, nous savons que pendant la période de soudure où des activités saisonnières sont ralenties et que les ménages pauvres djiboutiens qui vivent avec des revenus journaliers sont les plus exposés au risque. Donc, comment et quelles sont les actions de votre département qui met en place pour affaiblir la souffrance de ces ménages? C'est une très bonne question. Depuis bientôt 2 années, nous avons pris l'habitude d'élaborer pendant cette période qui va de juillet à septembre et qui est qualifiée de période de soudure par les spécialistes de l'insécurité alimentaire. Période de soudure qui veut dire que pendant cette période, comme vous l'avez souligné, les ménages les plus vulnérables n'ont pas accès au travail journalier,
puisque les travaux sont ralentis ou sont beaucoup plus sujets à des graves crises d'insécurité à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires pendant cette période, mais aussi à Djibouti, c'est une période qui coïncide avec un calendrier très important, celui du mois de Ramadan, où les ménages augmentent leur consommation alimentaire et la préparation de la rentrée scolaire. Donc, pendant cette période, et à partir de l'année 2011, nous avons commencé à travailler sur des programmes d'assistance alimentaire pour les ménages vulnérables. Donc cette assistance alimentaire se compose en grande partie de rations distribuées aux ménages pendant cette période, mais aussi un programme pilote que nous avons lancé avec le PAM, Programme alimentaire mondial, qui consiste à aider les populations vulnérables via des coupons, ce qu'on appelle les coupons alimentaires, qui sont des tickets que les ménages reçoivent toutes les semaines et qui peuvent échanger contre de la nourriture dans les kiosques de leur quartier. Donc ces programmes, depuis que nous les avons lancés, ont permis quand même de réduire significativement l'impact de cette période de soudure sur le revenu, enfin l'alimentation des ménages. Pour 2012 et 2013, nous avons intensifié ces programmes et en 2013, le programme de distribution de vivres, qui était un programme axé sur Djibouti-Ville et les régions de l'intérieur, et le programme de coupons alimentaires fait en partenariat avec le PAM, ont permis d'assister à peu près 30 000 ménages dans notre pays, ce qui correspond, si on prend le ratio de 5,8 ménages, enfin la taille de la famille, 5,8 personnes par ménage, à peu près 180 000 personnes ont été assistées pendant cette période de soudure en 2013. Donc c'est pour montrer aussi que cette activité est une activité essentielle dans le cadre de l'augmentation de la résilience, parce que nous voulons que pendant cette période, les populations vulnérables ne subissent pas encore plus un choc et qu'ils ne retombent pas encore plus dans la pauvreté. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ces programmes spécifiques qui sont vraiment des programmes d'atténuation des chocs saisonniers. À Djibouti, nous savons que les actions d'assistance sociale sont menées par de nombreuses institutions, comme par exemple Diwan al-Zakat ou encore l'UNFD et même bien d'autres associations charitables. Comment comptez-vous coordonner ces actions qui entrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté? Alors, c'est également une bonne question parce que, effectivement, notre pays reçoit énormément d'actions charitables. Souvent, ce sont des ONG d'obédience religieuse musulmane qui font ces actions et qui, à travers des petites associations locales, qu'ils utilisent comme relais, distribuent soit des vivres, soit de l'argent pour les orphelins, les ménages vulnérables. Nous, ce qu'on a proposé depuis bientôt 2 années, nous avons vu que ce paysage associatif, quand même, brassait beaucoup d'argent avec un résultat mitigé parce que nous n'avions pas d'indication sur le nombre de ménages qu'ils ciblaient. Nous ne connaissions pas du tout ces ménages, nous ne connaissions pas d'où ils étaient, dans quel quartier ils se trouvaient. Et même, il est arrivé que certaines de ces associations distribuent aux mêmes ménages, mais à 2 périodes différentes. Donc, on avait vraiment un problème de ciblage, mais aussi un problème de mauvaise coordination. Depuis 2 années, nous avons repris un peu toutes ces associations sous notre aile. Nous les avons appelées à des réunions de coordination. Et c'est vrai que depuis que nous faisons régulièrement, pendant la période de soudure, le programme de distribution de vivres et de coupons alimentaires, ces associations ont pris l'habitude de travailler avec le secrétariat d'État à la solidarité. Cette année encore, nous avons innové. Bien avant le lancement de ces activités en juillet de distribution de vivres, nous nous sommes assis avec ces associations arabes, avec les grandes fondations de notre pays, les ONG nationales, et nous avons fait un plan d'action avec chacun de ces partenaires de la société civile. Donc, qu'est-ce que concrètement nous leur avons demandé? C'était d'abord de nous dire quelle était leur capacité de mobilisation de fonds ou leur capacité de réception de vivres. Donc, une fois que nous avions les quantités de vivres ou l'argent qui était destiné à ces distributions, nous avons fait une répartition géographique pour que toutes ces ONG puissent travailler en même temps, mais sur des territoires différents. Donc, il y avait certaines associations qui travaillaient à Djibouti-Ville et à Balbala, d'autres nous les avons orientées vers l'intérieur du pays. Et la deuxième innovation que nous avons introduite, c'est que le ciblage, c'est-à-dire la sélection des bénéficiaires, se faisait avec le secrétariat d'État à la solidarité
Nous avons envoyé nos équipes sur le terrain, qui allaient au-devant des populations, qui visitaient un peu la situation sociale de ces ménages. Et à partir des listings établis par notre département, ces associations ont commencé ou distribué les vivres ou donner les tickets de ration alimentaire. Donc cette coordination, Madame Zeynep, c'est une coordination importante. Dans beaucoup de pays, cette coordination, si elle est bien réalisée, elle permet de réduire la fuite de l'argent, ou bien le fait que les ménages pauvres n'arrivent pas à avoir accès aux aides. Donc, une fois qu'on a instauré cette coordination au niveau de notre département, nous avons voulu aussi associer les autres ministères dans cette action de solidarité, et nous avons régulièrement travaillé avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, qui était aussi le bras armé un peu de cette logistique de distribution de vivres, puisque les vivres étaient distribués via l'ONARS et que le département de l'Intérieur nous a beaucoup aidés. Ces associations aujourd'hui sont très réceptives et comprennent le rôle que doit jouer l'État à travers le secrétariat d'État à la solidarité. Et donc, quel que soit le type d'aide qu'ils ramènent à Djibouti, aujourd'hui ces ONG sont prêtes à travailler avec nous. À nous bien sûr de garantir un accès facile au terrain, de leur faciliter un peu la logistique. Et à partir de là, je suis persuadée que notre pays arrivera à mettre en place cette coordination de l'aide au niveau de la société civile. Et donc, malgré les multiples actions menées par votre département, ainsi que les partenaires au sein même du gouvernement, comme le ministère de la Promotion de la Femme, on note une absence des statistiques pour mener à bien cette politique de lutte contre la pauvreté. Comment expliquez-vous ? C'est vrai que Djibouti souffre de cette absence de statistiques, mais dernièrement, nous avons voulu... Alors, si on doit recadrer aussi un peu ce débat, la dernière enquête sur la pauvreté dans notre pays a été réalisée en 2002. En 2011, nous avons voulu actualiser les chiffres de la pauvreté avec une nouvelle enquête sur la situation de la pauvreté dans notre pays, qui nous a donné un profil sur la vulnérabilité des ménages. Et aujourd'hui, nous disposons, avec l'appui de la DIZ, de statistiques beaucoup plus récentes sur l'état de pauvreté de notre population. Nous sommes actuellement en train de mener avec la DIZ une enquête qu'on appelle enquête budget-consommation. Cette enquête calcule à partir d'une méthodologie statistique bien donnée quelle est la consommation régulière des ménages pour qu'on puisse estimer demain, lorsque nous faisons des programmes, par exemple, d'assistance alimentaire, mais on pourra dire que le panier de la ménagère djiboutienne est composé de temps et ce chiffre a X montant. Donc cette enquête est en cours de finalisation. En plus de cette enquête, la DIZ est en train de travailler avec notre département et les autres départements sur l'actualisation de la cartographie de la pauvreté. La cartographie de la pauvreté, c'est un outil d'aide à la décision. C'est cet outil qui va nous permettre aujourd'hui, dans les actions que nous allons mener ultérieurement, de voir où sont les zones extrêmement vulnérables, extrêmement pauvres, pour qu'on puisse directement diriger les programmes vers ces zones-là et qu'on n'ait pas à refaire des enquêtes. Donc nous avons souffert effectivement d'un déficit de chiffres, mais je pense que ces 2 dernières années, nous avons mis l'accent sur l'actualisation des données sur la pauvreté, qui sont des données essentielles pour guider la politique nationale. Parce que si nous n'avons pas la situation révisée de la pauvreté dans notre pays, nous ne pouvons pas mobiliser des fonds auprès du gouvernement djiboutien ou auprès de donateurs, et surtout, nous n'aurons pas un tableau de bord qui va nous guider sur les 3, voire les 4 prochaines années sur un programme national de lutte contre la pauvreté. Donc aujourd'hui, nous disposons en partie de ces chiffres. Nous attendons les 2 derniers outils dont je vous ai parlé, l'enquête budget-consommation et la cartographie de la pauvreté. Dès que nous aurons toute cette masse statistique et ces données statistiques, il est prévu que notre ministère fasse aussi une revue de son portefeuille d'intervention et que nous adaptions nos actions, y compris les actions que mène la DDS sur le terrain, aux résultats qui vont sortir de ces enquêtes. C'est pour ça que les données statistiques, pour nous, nous les utilisons comme des outils de pilotage. Nous travaillons au quotidien sur ces données parce que nous pensons que nous avons un chiffre important à atteindre, c'est la réduction de la pauvreté. À partir de la cartographie, nous pouvons nous fixer des indicateurs intermédiaires jusqu'en 2016.
Madame la secrétaire d'État, vous avez mentionné combien votre département a élargi ses activités. Peut-on savoir combien se chiffre le montant qui a été alloué par le gouvernement concernant les activités donc, du secrétaire d'État à la solidarité par rapport au budget national? Absolument. C'est une question qui est vraiment utile pour sensibiliser notre population sur l'ampleur des sacrifices et l'ampleur des mesures que le gouvernement a mis en place dans le cadre de la réduction de la pauvreté depuis que la DDS a été créée en 2008, depuis que le secrétariat d'État a été créé aussi également en 2008, un peu avant la DDS. Le gouvernement a consenti un effort budgétaire conséquent qui est de l'ordre à peu près de 1 milliard de nos francs par an, et cet argent qui se trouve dans le Fonds national de solidarité, Fonds de solidarité nationale, permet de financer les programmes nationaux de réduction de la pauvreté qui sont exécutés par la DDS, mais aussi des actions directes qui vont vers les pauvres, les ménages les plus pauvres. Donc cet effort que le gouvernement fait chaque année, pour nous, au niveau de notre département, nous l'utilisons comme un levier pour mobiliser d'autres partenaires autour de l'action gouvernementale. C'est aussi un outil financier qui permet une certaine autonomie dans l'action gouvernementale pour réduire la pauvreté, parce que parfois nous avons des urgences dans des quartiers, nous avons des urgences dans des zones rurales, mais nous n'allons pas attendre, nous ne sommes pas obligés d'attendre que l'aide internationale arrive. Le gouvernement peut déjà apporter la réponse et ensuite l'aide internationale pourra se mobiliser pour compléter ces programmes gouvernementaux. C'est aussi le Fonds de solidarité nationale un outil pour montrer à notre population que malgré le fait que Djibouti souffre de pauvreté, malgré le fait que nous pensons consentir beaucoup d'efforts pour la croissance économique, mais le gouvernement met aussi de l'argent dans la lutte contre la pauvreté au niveau national, au niveau budgétaire, et je dois vous dire ici que le président de la République a tenu et tient toujours, suit de près le déroulement, l'avancement des actions financées par le Fonds de solidarité, s'occupe également, regarde aussi de près est-ce que les institutions qui doivent l'alimenter l'ont bien alimenté. Donc nous sommes vraiment dans ce projet de Fonds de solidarité nationale, nous sommes vraiment appuyés au plus haut niveau, ce qui marque l'importance qu'accorde le président de la République pour la réduction de la pauvreté. Comme je vous l'ai dit, la politique du gouvernement, ce n'est pas uniquement faire des grands projets. Bien sûr, la croissance économique va demain réduire la pauvreté, toutes les études mondiales le montrent, mais en attendant cette croissance, en attendant la réalisation de ces grands projets, nous devons avoir ce rattrapage social, cette mitigation des risques sociaux, et c'est pour cela que nous faisons cet effort national par rapport à l'allocation budgétaire. Donc récemment, le secrétaire d'État à la solidarité a lancé la stratégie de protection sociale qui est axée sur les filets sociaux de sécurité. Pouvez-vous nous expliquer comment cette nouvelle vision répond ou répondra à la problématique de la pauvreté et quelles sont les cibles dans cette stratégie? Absolument. Nous avons, alors c'est une stratégie d'abord sectorielle, c'est-à-dire qui répond à un problème social précis. C'est le fait que notre population, à cause des différents chocs qu'on a connus en 2008, on a connu les chocs sur la hausse des prix des denrées alimentaires, les sécheresses récurrentes, notre population vulnérable est encore plus fragilisée par ces chocs. Et cette stratégie a été élaborée par notre département avec l'ensemble bien sûr des autres institutions, des autres départements, de la société civile, pour qu'on puisse mitiger ces chocs à l'avenir. C'est-à-dire que demain, lorsque Djibouti devra faire face à une hausse brutale des denrées alimentaires ou une sécheresse comme celle qu'on a connue ces dernières années, nous aurons mis en place un certain nombre d'actions et un éventail d'interventions qui permettront au gouvernement et aux partenaires de réagir rapidement pour aider ces populations fragilisées par ces chocs. Donc cette stratégie est une stratégie qui rentre bien sûr dans la palette des programmes, des politiques publiques de lutte contre la pauvreté, mais ce n'est pas seulement ça. C'est grâce à cette stratégie, Djibouti pourra développer, notre pays va développer un ensemble d'interventions clés. Donc on aura bien sûr l'aide sociale que nous allons apporter aux ménages démunis,
comme les personnes handicapées qui n'ont pas de revenus, les personnes âgées sans revenus, les enfants orphelins. Il y aura aussi ce qu'on appelle dans le jargon de cette stratégie les transferts monétaires conditionnés, donner du cash à une famille contre l'échange d'un service, scolariser l'enfant, emmener l'enfant au centre de santé. Et bien sûr, le troisième axe d'intervention de cette stratégie, c'est la promotion des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre pour créer des emplois journaliers ou saisonniers pour les ménages afin qu'ils puissent disposer d'un revenu et améliorer ainsi leur situation. Donc, cette stratégie, avec l'éventail d'actions que nous avons prévues, comme je vous l'ai dit tantôt, va placer Djibouti, notre pays, dans un contexte favorable. C'est-à-dire, nous aurons une politique nationale dorénavant qui s'occupera de la mitigation et la résilience des populations. Et cette politique nationale, tous les acteurs au développement, tous les partenaires de Djibouti vont l'utiliser, vont s'appuyer dessus pour harmoniser le système d'aide et le système de ciblage en matière de lutte contre des programmes de lutte contre la pauvreté. Donc nous sommes contents aujourd'hui d'être arrivés à une validation nationale. Le Conseil des ministres a entériné cette stratégie. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de vulgarisation de la stratégie. Nous organisons régulièrement des ateliers avec la société civile. D'ailleurs, dans quelques jours, on aura un atelier avec la société civile. Nous avons prévu de nous déplacer vers l'intérieur du pays pour communiquer dans les régions de l'intérieur les différents axes de cette stratégie et faire connaître un peu aux acteurs locaux, mais aussi aux associations des régions, quels sont les tenants et aboutissants de cette stratégie. Cette vulgarisation doit permettre aux concitoyens djiboutiens de comprendre. Demain, lorsque nous mettrons en place des actions spécifiques, ils auront déjà perçu le pourquoi, les objectifs de cette stratégie. Et c'est pour cela que notre ministère a fait la démarche de cette méthodologie de vulgarisation. Souvent, Madame la Secrétaire d'État, dans vos discours, vous mentionnez ce qu'on appelle un registre. Qu'est-ce que vous entendez par registre et à quoi servira ce registre? Est-il un outil qui vous permettra de réduire la pauvreté? Absolument. Le registre national sera la base de données, enfin, permettra l'enregistrement de la population et à partir de l'enregistrement de la population, nous aurons le registre de la population vulnérable ou de la population qui est qualifiée de précaire dans notre pays. Ce registre national est un souhait qui a été formulé par le gouvernement et au plus haut niveau par le président de la République parce que, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le montant que nous accordons au niveau national à la réduction de la pauvreté, ce montant, à cause de toutes les contraintes budgétaires, à cause de l'étroitesse de notre action budgétaire, nous ne pouvons le mobiliser, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et pour cela, on a besoin de connaître cette population vulnérable, de connaître cette population précaire. Où vit-elle? Comment vit-elle? Combien d'enfants le ménage vulnérable a? Est-ce que le chef de ménage a un emploi journalier? Comment la maman fait-elle pour la santé des enfants? À partir de là, nous pouvons mettre en place des programmes. Donc le registre nous servira à avoir toutes ces informations, mais à un niveau vraiment micro, à un niveau individuel. Nous connaîtrons le ménage, combien de ménages sont en situation de précarité dans notre pays, qui sont-ils? On va les référencer, les enregistrer de façon biométrique à travers l'enregistrement de la photo, mais aussi la prise des empreintes digitales. À partir de là, ces ménages vont subir un questionnaire socio-économique pour comprendre un peu leurs conditions de vie et à travers une méthodologie de calcul de la vulnérabilité des ménages, nous allons les classer par degré dans les différentes catégories de la pauvreté. Donc, ce registre national, nous l'avons voulu dynamique. C'est un registre de la population. C'est pour ça que nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Intérieur, mais aussi à travers un comité de pilotage que nous allons monter. Il y aura d'autres ministères qui vont intervenir. Donc, il y aura toute la population, vous et moi, nous nous trouverons dans ce registre, mais il y aura aussi des registres partiels. Nous aurons un registre pour la population vulnérable. Si le ministère par exemple, demain, si le ministère de la Santé veut faire un programme spécifique pour les enfants de moins de 5 ans concernant une maladie,
il pourra tirer à partir de la base de données son public cible. Pour nos interventions dans le cadre de la stratégie des filets sociaux, les transferts monétaires pour les handicapés, nous allons utiliser cette base de données. Pour les orphelins, cette base de données est également disponible. Donc, c'est une palette d'interventions qui vont être facilitées grâce à l'amélioration du ciblage via le registre national. Et je dois aussi vous dire que ce registre national ne sera pas uniquement l'apanage du secrétariat d'État à la solidarité. C'est un registre qui est destiné au pays. Bien sûr, les informations confidentielles seront conservées par le ministère de l'Intérieur pour des raisons de protection de la vie privée, mais toutes les autres informations pourront être accessibles aux départements sectoriels et vont améliorer le suivi, la réception des aides, l'aide sociale qu'on donne aux ménages, le suivi, et voir aussi une question très importante. Aujourd'hui, nous ne voyons pas suffisamment comment les ménages font pour sortir de la pauvreté. Avec le registre national, comme nous avons déjà des informations, nous connaissons chaque ménage, lorsqu'il reçoit une aide, nous allons le suivre. Lorsqu'il trouve un travail, il va sortir du registre de la population précaire, et donc nous aurons une actualisation permanente sur ce registre qui sera fait. Et en dernier lieu, je voudrais dire que par rapport au registre, bien sûr, tous les pays qui ont fait le choix de mettre en place un registre unique des bénéficiaires et un registre national ont vu une amélioration nette par rapport au programme de réduction de la pauvreté, parce que le ciblage est facilité. Donc si le ciblage est facilité, il y a une réduction des coûts qui est liée à toute cette gestion de projet, l'administration, les enquêtes que nous devons faire. Et ensuite, nous avons une capacité de réaction aux défis et aux chocs que connaissent la population, car nous les connaissons, nous pouvons les localiser. Donc c'est un programme, enfin c'est un projet très ambitieux, mais c'est un projet pour lequel nous, tout le gouvernement aussi y croit, nous y croyons, et je suis persuadée que l'avènement de ce registre va vraiment améliorer notre programme. Nous allons, par rapport aussi au registre, nous allons utiliser également ce registre dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, vous avez ce qu'on appelle le programme qui est destiné aux indigents, qui s'appelle la protection santé pour les populations indigentes. Et pour ce volet-là, pour avoir cette couverture maladie gratuite, nous aurons une base de données sur les populations pauvres qui ont le droit d'avoir accès gratuitement à cette assurance maladie. Et donc c'est dans cette optique aussi que nous sommes en train, comme la loi sur l'assurance maladie obligatoire va bientôt passer au Parlement, nous sommes en train d'accélérer les travaux sur le registre national pour qu'une fois cette disposition, cette population identifiée, référencée, elle puisse tout de suite avoir accès à la couverture maladie universelle. Nous savons tous donc que Djibouti est une terre d'accueil. Et Djibouti est également confronté à l'afflux des pauvres, comme on dit, de la région, qui renforce cette classe de population dans notre pays. Comment atténuer ou résoudre ce fléau? D'abord, notre pays accueille énormément de populations flottantes et de populations migrantes, mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de se dire, est-ce que Djibouti aura la capacité demain d'accueillir toute cette population, de leur fournir une assistance médicale, de scolariser leurs enfants, de leur fournir une assistance alimentaire. Est-ce que c'est le rôle de notre pays de faire ça tout seul? Je pense que non, et c'est pour cela que nous, le gouvernement a fait ce choix de l'enregistrement national. Une fois que nous aurons notre population, les citoyens djiboutiens qui seront dans le registre national, il y aura aussi, quelque part dans ce registre, nous allons aussi référencer la population réfugiée, la population migrante, parce que nous voulons séparer les interventions que nous faisons pour ces populations. Vous savez le coût que représente cette population sur la santé. Je pense que le ministère de la Santé, notamment à travers le programme qu'ils ont pour la lutte contre la tuberculose, le centre Paul Faure accueille beaucoup plus d'étrangers que de Djiboutiens. Pelletier, l'hôpital général Pelletier, c'est la même chose, mais que reçoit notre pays en compensation? Est-ce que nous sommes aidés suffisamment par la communauté internationale pour secourir ces populations qui, elles aussi, sont en droit d'être aidées? Je crois que le débat que notre pays va avoir, c'est peut-on continuer continuellement
à aider ces populations avec tout l'impact sur le budget de l'État que ça aura. Nous pensons que cette aide peut se faire, mais dans un cadre bien réglementé et en accord avec les institutions internationales. Mais tout d'abord, je crois que charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut que nous puissions d'abord venir en aide aux populations djiboutiennes vulnérables à travers cette amélioration de la connaissance, à travers cet enregistrement. Nous pourrons le faire. Et une fois que nous avons aidé notre population, si bien sûr nous avons des programmes d'accès universel, la population réfugiée, la population qui vit dans notre pays sur un statut et qui dispose d'un statut légal pourra également être aidée. Mais je crois, à mon sens, que le débat devrait se situer sur est-ce que notre pays peut se suffire ou bien peut continuer à avoir toute cette population pauvre qui nous vient de la sous-région et qui est attirée bien sûr par la croissance économique que connaît Djibouti. Est-ce que nous pourrons l'aider? Est-ce que nous avons suffisamment de services sociaux à lui offrir? Je pense que c'est un débat important et c'est un débat que notre gouvernement est en train de mettre au cœur de l'action gouvernementale. Donc c'est l'accès à l'école par exemple. Est-ce que nos écoles sont faites pour que tout le monde, le réfugié qui est arrivé hier ou le citoyen djiboutien peuvent entrer en même temps à l'école? Dans beaucoup de pays, lorsque vous voulez avoir des services sociaux comme l'école, le centre de santé ou accès à d'autres types de services sociaux, vous devez avoir une carte qui définit votre statut d'installation dans le pays. À l'étranger, c'est la carte de séjour. Dans beaucoup de pays, c'est la carte de résident. Ici, il n'y a qu'à Djibouti où les gens estiment qu'ils ont le droit d'avoir accès à tout sans justifier de leur position ou de leur statut de résidence dans le pays. Je crois que ça, c'est une illusion. Nous avons connu des tas de problèmes dans le passé. Aujourd'hui, même si l'accès est gratuit pour les enfants, même si les soins sont gratuits pour un certain nombre, un paquet de soins est gratuit pour les ménages, je crois que nous devons nous dire, ces services-là, même si des étrangers y accèdent, il faut qu'il y ait un statut de résidence dans le pays. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra comptabiliser de façon statistique le nombre de notre population qui fréquente cette école ou ce centre de santé et le nombre d'étrangers. Mais il faut arrêter de penser que Djibouti va toujours servir de terre d'accueil sans contrepartie pour ces étrangers qui arrivent dans notre pays, qui veulent avoir les mêmes droits que les citoyens djiboutiens sans avoir entrepris les devoirs que requiert la citoyenneté. Et pour terminer, Madame la Secrétaire d'État, en perspective, quelle est la vision de votre département? Nous pensons aujourd'hui que nous sommes bien partis dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Je n'ai pas assez parlé des actions de la DDS parce que c'est une institution qui à elle seule, je pense, mériterait une émission télé, mais la DDS fait ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rattrapage social. Nous équipons, nous désenclavons les quartiers dans lesquels les gens n'ont pas accès aux services sociaux. Nous créons des infrastructures marchandes dans les régions de l'intérieur pour renforcer les capacités des collectivités locales. Et donc, la vision que nous nous faisons aujourd'hui du développement, parce que dorénavant nous souhaitons que nous parlions plus de développement que de réduction de la pauvreté, la vision que nous nous faisons du développement, c'est permettre à un citoyen djiboutien aujourd'hui d'être en capacité, qui a la capacité de travail, d'avoir accès à de la formation professionnelle, d'avoir accès à un microcrédit pour lui permettre de monter une petite activité, parce que les caisses sont là, les financements sont disponibles, et aujourd'hui nous avons déjà au sein des caisses d'épargne de crédit plus de 16 000 personnes qui ont accès à des services financiers autres que les banques, mais c'est un chiffre qui peut aller de façon exponentielle. Donc si cette personne en capacité de travailler peut être formée, peut avoir une petite entreprise pour elle-même avoir sa propre activité et créer elle-même derrière des emplois, je pense que c'est 50% de notre travail sur la réduction de la pauvreté que nous avons fait. Parce que la lutte contre la pauvreté, comme je le dis toujours, ce n'est pas créer des conditions d'assistanat de la population, c'est aider notre population au moment où elle en a le plus besoin, à partir du moment où elle est capable, où le citoyen djiboutien est capable de travailler, de se prendre en charge, mais il sortira de ce système d'aide et un autre qui a le plus besoin de notre appui va prendre sa place. Nous espérons que
tous les grands projets que notre pays est en train de faire, les ports, les chemins de fer, la croissance économique que nous décrivent un peu les experts mondiaux, nous espérons que notre population, la frange la plus vulnérable de notre population, pourra en profiter. En attendant que ces projets se mettent en place, le secrétariat d'État à la solidarité, avec l'appui bien sûr de tous nos collègues du gouvernement, nous allons faire en sorte d'aider ces populations à mieux résister au choc, à mieux se prendre en charge, pour que demain nous puissions avoir des hommes et des femmes qui sont capables de participer eux-mêmes au développement de notre pays et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. Merci, Madame la secrétaire d'État chargée de la solidarité nationale, pour toutes ces informations sur la politique de lutte contre la pauvreté qui constitue un défi majeur pour le gouvernement et votre département donc de solidarité nationale qui est chargé de mettre en œuvre cette politique. Merci, Madame. Donc ainsi s'achève cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci.